Yes! Bonjour les amis, bienvenue dans ce coaching numéro 2, ce coaching live de la meilleure cyclosportive de notre vie. Alors, normalement, paf, on va voir si vous me voyez, si vous m'entendez, si vous êtes connectés. Voilà, c'est parti, salut. On est au top, quoi. Allez, je vois, comme d'habitude, merci Sébastien, toujours en tête. Donc merci de m'envoyer des petits j'aime, des petits OK, des petits pouces levés quand vous êtes connecté. D'accord? Donc vous êtes déjà à 7 en ligne pour ce coaching live. Salut Domingo aussi qui est là. Eh bien, commencez, vous pouvez me poser vos questions tout de suite sur dans l'onglet. Me faire un petit coucou. J'attends vos premières questions. Nickel le son, l'image, merci Seb, c'est sympa. Donc j'attends vos premières questions. Tiens, est-ce que si je mets ça, est-ce que vous voyez le tableau noir? Donc mettez-moi le tableau noir, c'est-à-dire une page blanche avec des carreaux sur lequel je pourrais faire des petits schémas quand vous avez des questions à me poser. Donc dites-moi si vous voyez le tableau noir, si vous continuez à m'entendre, auquel cas, des fois quand vous me posez des questions, je pourrais vous faire un petit schéma. Voilà. Nickel, salut Adrien, salut Jean-Pierre, salut Christophe. Pensez à me faire un petit pouce ou un petit j'aime pour me dire que tout est OK pour vous. Et puis quand vous voulez, vous pouvez me poser les premières questions. Je sais que Domingo avait une question sur le jeûne intermittent. Donc je pourrais vous apporter quelques éléments supplémentaires ce soir, puisque l'idée c'est que ensemble on réponde un peu plus à vos questions pendant 1 heure. Je suis là, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Merci pour les j'aime et les pouces. Salut Christophe, salut Quentin, salut Patrick, salut Jean-Pierre. Ah, il y a Fabrice qui arrive également. Merci pour vos j'aime. Donc vous êtes déjà en 2 minutes, vous êtes déjà à 21 et j'attends vos premières questions sur l'entraînement. Comment faut-il s'entraîner en ce moment? Quelle méthode ou quelle technique on peut faire pour progresser en endurance? Donc j'ai une première question de quelle technique on peut faire, quel entraînement on peut faire pour progresser en endurance pendant l'hiver avec la météo. On peut pas rouler longtemps. Voilà, Nicolas, tu préconises de ne pas rouler plus d'1 heure. Eh bien, quand la température est en dessous de 10 degrés, donc en ce moment elle est en dessous de 10 degrés pour tout le monde. Donc, quelle technique tu préconises pour pouvoir travailler son foncier ou en tout cas le maintenir? Alors, je vais vous donner trois techniques pour travailler ou maintenir votre endurance quand il fait pas beau, donc que vous pouvez pas rouler plus d'1 heure, 1 heure et demie avec le froid ou alors sur votre home trainer. La première technique, évidemment, vous la connaissez. Donc je vais essayer de faire le tableau noir, d'accord? Comme ça, je peux vraiment travailler avec vous sur voilà, en direct. On va voir. Alors, comment maintenir son endurance en hiver? Pouf, ça c'est la question, d'accord? Et là, moi, tout de suite la réponse, les amis, c'est très simple. Ça va être 1, les EP2I. D'accord, les entraînements en EP2I, c'est-à-dire des salles de 7 secondes de sprint et 3 minutes de récupération. Voilà, plutôt en vélocité, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez faire aussi des départs arrêtés. Sachez que 30 minutes suffit pour vraiment avoir un effet intéressant. Donc ça fait grosso modo une dizaine de répétitions. En 30 minutes, vous avez à peu près l'effet physiologique, cardiovasculaire et en fonte de graisse d'une séance de 2 heures et demie. Donc si vous faites 1 heure de P2I, c'est intéressant. Voilà.
comme je vous l'ai dit, plutôt en vélocité en cette saison, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez en fait, éventuellement faire des départs arrêtés, mais pour cette saison, c'est pas hyper intéressant. La deuxième méthode et bien sûr, vous pouvez la combiner avec le P2I. Ok. Eh bien, ça va être avec le complexe. Je suis désolé, j'ai rien de mieux. Complexe capillarisation. Voilà. En fin de séance. Donc, vous faites votre séance de vélo ou en extérieur ou sur une traînère. Ok. Donc, par exemple, en faisant le P2I. Et à la fin, vous prenez votre douche et tout de suite après, vous faites une séance de capillarisation complexe qui va améliorer l'apport en sanguin dans vos muscles et le développement de fibres musculaires d'endurance. Donc ça, c'est très bénéfique. Et vous pouvez ou le combiner ou rajouter une troisième méthode, d'accord, toujours avec le complexe, qu'on va appeler de pré-fatigue. Alors, vous pouvez la faire en faisant en fait une séance de musculation ou de force avant votre sortie en fait. D'accord? Donc c'est complexe force avant la sortie. Voilà. Et ça, pareil, ça va augmenter l'efficacité en endurance de votre sortie vélo. Donc vous pouvez faire juste une de ces trois particularités. Vous pouvez les combiner, les deux ou les trois, pour finalement, si vous faites une séance complexe force, ça dure une vingtaine de minutes, après vous allez faire votre sortie vélo ou sur une traînère d'une trentaine de minutes en EP2I, et après vous faites la capillarisation qui fait à nouveau une vingtaine de minutes, vous avez fait en moins d'une heure et demie, eh bien, l'équivalent facilement de 3 ou 4 heures de vélo, voire même plus sur le plan musculaire. Donc, voilà 3 méthodes intéressantes pour travailler l'endurance pendant l'hiver. Alors, je reviens maintenant à vous et je vais prendre la question de Domingo qui me dit « Je reviens sur les jeûnes intermittents avec une sortie de 2 heures en foncier. Tu dis qu'on peut en faire des plusieurs par semaine. À une époque, on disait qu'il ne fallait pas en abuser. » Alors, clairement, Domingo, ta question elle est pertinente, mais elle va dépendre de ton niveau. Hein. Bien sûr, c'est toujours de manière progressive. Si tu fais une sortie en endurance de 2 heures alors que tu es en jeûne, une ou deux fois par semaine, je pense qu'il n'y a aucun souci. Quand on va commencer à s'entraîner 5 ou 6 fois par semaine, de toute façon, même si on ne faisait pas un jeûne, il n'y a pas un souci, mais il va y avoir la précaution de niveau. Est-ce que j'ai le niveau et que je ne fais pas ça trop d'un coup? 2, faire attention à la récupération et l'apport en micronutriments juste après ta sortie. Ça, c'est ce qui me semble être très important. D'accord? Autrement dit, c'est-à-dire que même sur un entraînement à jeûne, tu peux prendre des boissons énergétiques qui sont riches en micronutriments et juste après, être très vigilant, avoir un bon apport en micronutriments. Ça va être important. Si après c'est à ton niveau, il n'y a aucun problème de faire plusieurs sorties sous jeûne. Alors, j'ai une question de Martin qui me dit « J'ai réalisé tes exercices de chaise de fer façon Tabata et je ressens des douleurs au genou droit le lendemain et le surlendemain. Du coup, j'ai dû stopper pour cette semaine. J'espère que ce n'est pas une tendinite, mais plutôt une tension. Puis-je recommencer la semaine prochaine après un peu de repos ?» Alors écoute Martin, le seul qui peut dire ça, c'est toi. C'est-à-dire que la douleur est une information qu'il faut prendre en considération. Donc quand tu as une douleur, eh bien, clairement, on stoppe à la douleur. Ça n'a aucun intérêt de s'entraîner dans la douleur, dans une douleur vive. Ok ? Soit parce que c'est simplement de la fatigue et des courbatures, et s'entraîner dans les courbatures, ça n'a pas tellement d'intérêt à part de risquer de se blesser. Si c'est des tendinites, ça veut dire 2 choses principalement. Pour les tendinites, ça veut dire soit que tu as fait un jump trop fort, d'un coup, tu t'es mis à faire tous les jours un Tabata avec la chaise de fer, et là, tu as mis trop de pression sur tes genoux, il avait une petite fatigue, et donc, eh bien, derrière, tu t'es blessé. Voilà. Ou alors que tu as une alimentation trop acidifiante, ou un style de vie
trop acidifiant avec le fameux stress oxydatif et que eh bien t'avais le fait d'avoir mis trop de pression sur tes tendons, eh bien tac derrière ça pétait. Donc mon cher Martin, écoute la douleur, soigne-toi bien et diminue l'alimentation riche en viande et en chocolat, en sucre pardon, qui a tendance à acidifier l'organisme et donc à favoriser les tendinites. Autre chose, sois plus progressif, d'accord. Si tu attaques un Tabata et que tu n'en faisais pas avant, il faut y aller de manière progressive. Alors, toujours pareil, Martin et les autres, vous êtes maintenant une quarantaine. Dites-moi si les réponses sont OK. Vous me mettez des j'aime ou des pouces pour me dire que les réponses sont OK. Si vous mettez un petit logo pas content, eh bien, derrière, dans les commentaires, demandez-moi la précision que vous voulez. Domino me dit, penses-tu raisonnable de cumuler les monodiètes avec le jeûne intermittent? Aucun problème, Domingo. Aucun problème. Mais je pense que le jeûne intermittent est plus puissant que les monodiètes. Mais si c'est plus confortable pour toi, la monodiète, merci pour vos pouces, les gars. Ça, c'est top. Comme ça, je vois que la réponse va. Si la monodiète te convient, fais la monodiète parce que c'est quand même un bon système de détox et tu vas un petit peu reprendre le pouvoir sur ton alimentation, chose que j'aime bien. Mais le jeûne intermittent est plus efficace que la monodiète. Alors, Patrice me dit, c'est quoi le Compex? Et je vois que Pierre-Antoine, sympathiquement, lui dit, c'est de l'électrostimulation. L'électrostimulation, c'est un appareil qu'on met sur les cuisses et qui va provoquer des contractions musculaires. Alors, le gros intérêt du Compex, si vous voulez, de l'électrostimulation, c'est qu'on va réussir à obtenir une contraction plus importante, à contracter un plus grand nombre de fibres musculaires grâce à l'électrostimulation. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est que plus vous contractez de fibres musculaires, plus vous prenez la force et plus vous prenez l'endurance. Si vous réussissez dans une séance de 20 minutes en électrostimulation à contracter plusieurs fois 100% de vos fibres musculaires, eh bien, vous arrivez à faire le même travail que si vous aviez soulevé des haltères de 200 kg pour contracter plus on met de poids, plus on contracte de fibres musculaires, sauf qu'il y a des risques de blessure. Avec l'électrostimulation, les risques de blessure sont moindres et l'efficacité est très importante. Et si vous le faites en 20 minutes, eh bien, c'est l'équivalent de faire des sorties de 3 ou 4 heures. Au bout de 3 ou 4 heures d'effort en endurance, on arrive à aller mobiliser 100% de nos fibres musculaires, ou en tout cas quasiment. Mais voilà, il faut 3 ou 4 heures en électrostimulation, il faut 20 minutes. Donc c'est un des gros intérêts de l'électrostimulation, en dehors du fait aussi que ça vous aide à récupérer. Alors, j'ai un bonjour de Nicolas. Salut Nico. Fabien qui me dit, salut Nico, content de te retrouver. En tant que débutant, que faut-il travailler en premier en entraînement pour progresser et ne pas pédaler inutilement? Alors, excellente question Fabien. Pour progresser quand on est débutant, au début pour démarrer, il faut surtout travailler la qualité gestuelle. Ça, c'est très important. On la travaille de deux manières, par la vélocité et la force. La vélocité, on va faire des entraînements avec une cadence de pédalage au-dessus de 90 tours de pédale par minute. Et progressivement, on va essayer de monter jusqu'à 95, 100, 110, 115, etc. Parce que quand on tourne très vite les jambes, eh bien, on est obligé très vite d'avoir un bon coup de pédale, sinon on va sauter sur la selle, on va pas pédaler rond, etc. Donc ça, la vélocité, c'est important. La deuxième qualité qu'il est important de travailler quand on est débutant, au niveau de la qualité du gestuel, c'est le travail de la force. D'accord? Donc la force, elle se travaille comme la vélocité avec une faible fréquence cardiaque, entre 70 et 80% de l'AFC max. D'accord? Mais là, on va au contraire mettre un braquet de manière à tourner les jambes aux alentours de 50 tours de pédale par minute. Alors quel braquet, je ne peux pas vous dire, ça dépend de votre niveau, de la pente dans laquelle vous êtes, du vent, bref, c'est à vous de mettre le braquet de manière à tourner les jambes très lentement et donc à vous appliquer, à bien forcer, pousser et tirer sur tout le cycle de pédalage. Et donc en travaillant ces deux-là de manière alternée, vous travaillez une bonne qualité du coup de pédale, vous travaillez votre endurance puisque vous êtes à faible fréquence cardiaque, vous travaillez les qualités musculaires de force qui sont indispensables pour progresser en vélo, mais surtout, vous variez les deux
vélocité, force. Et en fait, le plus important, c'est de ne pas s'entraîner toujours de la même manière pour progresser au début. Un, pour pas s'ennuyer. Deux, pour stresser l'organisme, qui soit toujours dans un processus d'adaptation. Et ça, c'est le plus important. Donc, principalement, vélocité, force, d'accord? J'alterne les deux. J'essaie d'augmenter progressivement la durée d'entraînement, au moins une fois par semaine, d'accord? Les autres entraînements, je les fais dans la semaine, le soir, quand je peux, sur l'home trainer ou quoi. Mais au moins une fois par semaine, j'essaie d'augmenter ma durée maximum d'entraînement, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, etc. Voilà mon cher Fabien, si j'ai bien répondu à ta question, comme d'habitude, on clique sur des pouces ou sur des j'aime. Si vous avez d'autres questions, merci, je vois qu'il y en a déjà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors ensuite, j'ai une question de Jean-François. Ben, avant de lire ta question, Jean-François, je me casse 2 secondes, je vais chercher mon verre. Voilà, ne vous inquiétez pas, merci pour les GM et les sourires, c'est cool. Il y a même des cœurs, il y en a qui me donnent des cœurs et des petites fleurs. Bon, ça c'est super. Merci, j'avais soif. Alors, Jean-François, salut Nico, dans la méthode d'entraînement dite polarisée, peut-on faire les séances de musculation sur vélo en basse intensité dans les 80% ou les faire dans la partie 20%? Merci. Jean-François, excellente question. Donc, l'entraînement polarisé, c'est vraiment aller à l'extrême dans les entraînements. C'est-à-dire, soit je fais des séances à très faible intensité. Tiens, ça, je vais le mettre sur le... Je vais faire comme ça, sur le tableau noir. Si vous êtes d'accord, je le fais version tableau noir. Donc, normalement, ça, j'efface. Bim, tac. Voilà. Et je vous fais un petit truc sur l'entraînement polarisé. Entraînement polarisé. OK. Donc, c'est quoi? C'est un entraînement où on va faire 80% des temps d'entraînement. D'accord? 80% à faible intensité. C'est-à-dire inférieur à 80% de l'AFC max. OK? Et on va faire 20% du temps d'entraînement. 20%. 20%. Voilà. OK. Non. 20%. Pourquoi il ne veut pas? Voilà. 20%. 20% du temps d'entraînement à haute intensité. Et là, je vais le mettre volontairement, alors, en plutôt supérieur à 90% de la PMA. D'accord? Ce qui revient grosso modo à 95% de la FC max. Mais, vous savez, sur les entraînements à haute intensité, le bon indicateur, ce n'est plus la fréquence cardiaque. Ça n'est pas fiable, d'accord? Mais ça va être plutôt la puissance développée. Ok? Donc si vous n'avez pas de capteur de puissance, c'est un petit peu compliqué. Et donc là, ben, vous allez essayer de tourner aux alentours des 95% de la fréquence cardiaque. Alors, les séances de force, pour revenir à la question de Jean-François, d'accord? Donc les séances de musculation, très clairement, les séances de musculation, ce ne doit pas être des séances d'intensité, surtout à cette période de l'année. Ce doit être des séances à faible intensité cardiaque, d'accord? Donc, ben, très clairement, non. Les séances de musculation, en plus sur vélo, sont faites à basse intensité. Si tu fais de la musculation, du travail de force, où tu ne surveilles pas ta fréquence cardiaque à qu'elle monte, eh bien, je dirais que c'est de la haute intensité. Je ne dis pas que c'est inutile, tu peux parfaitement le faire, mais fais-le plutôt proche des objectifs, parce qu'à cette distance des objectifs, ça ne présente aucun intérêt. D'accord? L'intérêt de travailler la puissance, donc à haute intensité, c'est de développer des qualités physiologiques très pointues que on va avoir tendance à perdre rapidement. Donc là, on est au mois de décembre. Si tu as un objectif en janvier, je dirais pourquoi pas. Mais si ton prochain objectif, c'est en mars-avril, ben, d'ici mars-avril, tu vas perdre tes qualités, donc ça ne sert à rien de les développer, actuellement. En tout cas, au niveau force. Voilà, Jean-François, j'espère que j'ai répondu à ta question de manière précise. Comme d'habitude, un petit pouce, un petit j'aime.
Et je passe à la question de Clément qui me dit « Qu'est-ce que tu conseilles comme entraînement de reprise pour quelqu'un qui n'a pas roulé depuis fin septembre à cause d'une tendinite au genou ?» Ah ben, on revient aux tendinites au genou. Attention les gars, en ce moment, il y a beaucoup de tendinites au genou. Donc, je le rappelle, les tendinites, elles sont dues principalement à 3 facteurs. Allez, je vous fais un petit truc tendinite. Dites-moi si les réponses sur tableau blanc, là, ça vous convient. Parce que sinon, j'arrête, hein, bien sûr. Moi, le but, c'est de faire des choses que vous comprenez bien. Hop, voilà. Toc. Alors, les tendinites ont 3 causes. Alors, première cause, les causes. Je les mets pas par ordre d'importance, j'y ai pas réfléchi, d'accord, mais c'est le manque de progressivité. Donc là, dans ton cas, mon ami, je regarde, c'est Clément, ok. Justement, puisqu'on parle de reprise, bah, il est important que tu sois très progressif. Autrement dit, quel que soit l'entraînement que tu fais, que tu y ailles, doucement, en termes d'intensité, et que tu augmentes le temps de manière progressive. Ok. Au début, je pense qu'il est intéressant de travailler ni la force ni la vélocité, d'accord, mais d'être proche de ta fréquence habituelle pour reprendre pendant 15 jours, 3 semaines. Tu reprends le vélo. Petit à petit, tu vas aller un petit peu vers la vélocité et petit à petit, tu vas aller un petit peu vers la force tranquillement. Évidemment, tu écoutes la douleur. La douleur est une information capitale. La deuxième raison des tendinites, d'accord, c'est une mauvaise position, un mauvais réglage de votre vélo. Ok, ça, eh ben, mauvais réglage entraîne tendinite. Et puis la troisième raison de la tendinite, d'accord, c'est, on va dire, de manière générale, du stress et plutôt lié à l'alimentation, d'accord. Donc, alimentation, attention, alimentation riche en sucre et en viande égale acidifiante. Et donc, eh ben, favorise le terrain des tendinites. Ok. Donc, voilà mon cher Clément, les préconisations que je te donne pour reprendre, c'est vérifier que ton vélo, il est bien, t'es à la bonne mesure. Donc pour ça, vous savez qu'il y a le programme tiens, position optimale. Est-ce que je l'ai dans le truc? Si je l'ai, je l'ai même pas dit. Le type, ouais. Tiens, si, allez, voilà. J'ai le programme pour ceux que ça intéresse, d'accord, pour une trentaine d'euros. Vous avez tout ce qu'il faut savoir sur le réglage du vélo. La deuxième chose, c'est de reprendre l'entraînement de manière progressive. Et la troisième chose, eh bien, fais attention à ton alimentation quand tu reprends Clément. Voilà. Donc Clément, si j'ai bien répondu à ta question, et si c'est clair, eh bien, comme d'habitude, des j'aime et des pouces pour me dire que c'est OK et qu'on peut passer à autre chose. En attendant, je cherche les merci pour vos réponses, pour me dire que c'est clair. Ok, hello, on entend, super. Sébastien, le jeûne intermittent 16-8, c'est combien de fois par semaine et pendant quelle durée maximum? Alors, Seb, le jeûne intermittent, au début, c'est 1 fois par semaine. Vous voyez comment vous l'intégrez. Puis, si c'est bien, vous le faites 2 fois par semaine. Et puis, si c'est bien, vous faites 3 fois par semaine. D'accord, etc., etc. Vous avez compris? L'idée du jeûne intermittent, c'est que ce n'est pas un régime restrictif. C'est un mode alimentaire qui se rapproche au plus près de ce pourquoi on est fait physiologiquement, parce que rappelez-vous que pendant 800 000 ans, à peu près, okay, l'être humain ne mangeait pas tous les jours. Non. Et donc, à partir de là,
euh, c'est que depuis une centaine d'années, peut-être 150 ans et encore, qu'on ne rencontre pas des famines régulières et que on a commencé à manger régulièrement, un peu sur le rythme des bébés qui mangeaient en fonction de leur faim. D'accord. On s'est rendu compte qu'avant, les bébés mangeaient beaucoup moins souvent qu'aujourd'hui, où on leur file des laits qui contiennent des sucres et qui font que tous les 3 heures, ils ont faim. Mais donc, après, on a pris ce rythme-là de faire 3 repas par jour, mais en réalité, physiologiquement, un seul repas par jour, ça présente des tas de bénéfices, j'en ai parlé la semaine dernière, notamment celui de reposer vos organes, donc de permettre à vos organes d'éliminer, de faire une détox quasiment naturelle, d'aller puiser dans les graisses profondes de votre énergie et de développer vos capacités d'endurance. Autre bénéfice mental, celui-là, c'est celui de reprendre la main sur vos pulsions et vos envies, plutôt que d'être manipulé, je dirais, par vos envies. Donc, le régime intermittent, le jeûne intermittent, c'est pour moi un mode de vie. Aujourd'hui, très clairement, 5 fois par semaine, je fais du jeûne intermittent. Du lundi au vendredi, du jeûne intermittent. Il a été montré que en faisant 1 ou 2 jours d'alimentation normale, on a de meilleurs résultats que si on fait le jeûne tous les jours. Donc, moi, le week-end, je suis en famille avec mes enfants, etc. Je me fais un petit déjeuner avec tout le monde. Je prends plaisir à faire ce petit déjeuner-là. Et hop, la semaine, je reprends mon rythme de jeûne intermittent. Mais je l'ai fait vraiment de manière très progressive. J'ai mis quasiment 2 mois et demi, 3 mois à arriver à ce rythme-là, qui est aujourd'hui mon régime alimentaire, d'accord, sans problème. C'est vraiment le régime le mode d'alimentation qui me convient. Voilà, qui fait que moi je suis très bien avec ce mode d'alimentation-là. Je peux manger, alors c'est là que c'est très intéressant, c'est que pendant les 8 heures de repas, ok, vous devez manger les calories de la journée. Ouais, surtout pas de régime restrictif. Sinon, un régime restrictif, vous pouvez prendre tous les régimes que vous voulez, à partir du moment où il est restrictif, le jour où vous reprenez, donc par exemple mes 2 jours moi où je fais un repas normal, paf, je grossis. Donc c'est pas l'idée. L'idée c'est de manger à votre faim, normalement pendant ces 8 heures. Je dirais même que vous pouvez faire quelques excès. Et après le fait de ne pas s'alimenter pendant ces heures, eh bien aujourd'hui sans faire aucun effort, sans avoir l'impression de me priver, aujourd'hui je peux vous garantir que je reprends un dessert en général, d'accord, alors qu'avant je me privais de dessert, okay, donc ça tenait un petit peu, mais l'hiver je me mettais à prendre du poids. Là, je suis en train de m'affûter alors qu'on est en plein hiver et que je mange des desserts, donc vous voyez, c'est très intéressant. Donc moi j'essaie de faire un repas à midi, un petit repas à 4 heures, en général à base de fruits, et puis un bon repas le soir. Comme ça, j'ai ma dose de calories. Évidemment, je mange un peu plus quand je fais du sport. Okay. Mes séances d'entraînement, je les fais le matin à jeun, quand c'est en endurance. Les séances d'entraînement à haute intensité, je les fais plutôt dans la phase midi, 8 heures du soir. Voilà Sébastien, j'espère que j'ai répondu à ta question de manière un peu complète, mais vous êtes très nombreux à me poser régulièrement des questions sur le jeûne intermittent, et c'est vraiment quelque chose que je recommande, tant sur le plan de la forme qu'on reprend, on s'affûte sans se prendre la tronche, et mentalement ça vous redonne une grosse patate, un gros pouvoir sur vos... Merci Seb, merci à tous pour les petits cœurs, j'adore, un gros pouvoir sur votre alimentation. Alors Jean-Baptiste me dit, faut-il obligatoirement être épilé pour utiliser le complexe? Alors non, c'est absolument pas obligatoire, les patchs tiennent même quand on n'est pas épilé, mais vous les abîmez plus vite, hein, les patchs qui collent, parce que forcément avec les poils, ça laisse du gras, ça laisse un peu des choses, donc au lieu de les utiliser une trentaine de fois, vous allez diminuer d'une dizaine de fois, donc vous allez utiliser plus de 20 fois. Et puis autre chose, actuellement je suis pas épilé, quand je fais du complexe, ça passe bien, mais quand j'enlève le truc, s'ils sont neufs et que ça colle bien, c'est pas hyper agréable. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Alors Lily me dit, ou Seb, je sais pas, parce que c'est Lily Seb, me disent bonjour, j'ai loupé la promo car très occupé ces derniers temps. Prévois-tu de refaire une promo pour 4 kilos en 4 semaines et le programme pour grimper mieux? Merci Sébastien.
Sébastien, écoute, je vais te dire une chose. Exceptionnellement, en fait, voilà, pour les gens qui suivent le coaching live, je vais te faire jusqu'à juste pour aujourd'hui, d'accord, si je l'ai, je te fais le programme meilleur grimpeur. Bon, tiens, en fait, je vous fais tous les programmes au prix promo. Voilà. Je peux pas te dire mieux. Hein, voilà, j'ai le 4 heures. Ouais, ok, tout est là. Bon, nickel. Boum. Voilà. Je vous les envoie dans les commentaires. Va choper les liens, mon cher Seb, et inscris-toi au prix promo. D'accord? C'est juste dans cette fenêtre de Facebook Live. Après, ça ferme et tu reviendras au prix normal. Alors, merci coach pour tes conseils, merci à vous. Patrick me dit, Nicolas, je dispose du temps nécessaire pour continuer à rouler un jour sur deux. Avec le 4 heures par semaine, mes sorties ont une durée de 2 à 3 heures. À ton avis, je n'en fais pas trop pour la saison. Alors écoute Patrick, tu n'en fais pas trop pour la saison. Pour la saison, je l'ai dit en début de séance, le plus important, c'est pas de prendre froid. Après, ça dépend de là où tu habites. Si tu habites dans le sud, et encore plus si c'est dans le sud de l'Espagne, faire des sorties de 3 heures, ça va. Actuellement, par chez moi, et dans le sud, même du côté de Marseille, là j'ai des athlètes sur Marseille, tout ça, qui me disent, mais il fait pas très chaud, il fait 2-3 degrés, même entre midi et 2. Moi, je pense que des sorties de 3-4 heures à 2-3 degrés, c'est un coup à se prendre la mort. Parce que, je le redis, hein, quand il fait 2-3 degrés, quand vous allez rouler à peu près à 30 km/h, c'est à peu près une moyenne, hein, un peu moins vite peut-être dans les montées et sur les faux plats, mais dans les faux plats descendants et les descentes, c'est un peu plus vite, eh bien, vous êtes facilement à 0 degré. À 0 degré, l'air que vous respirez, qui va dans les poumons, très clairement, il fait des dégâts considérables, qui va dans les muqueuses, etc. Donc, je trouve que là-dessus, c'est risqué. Mais après, par rapport à ton niveau, si tu as fait du 4 heures par semaine pendant un an, que tu roules un jour sur deux, des sorties 3-4 heures, moi, ça ne me gêne pas. Mais fais attention à ne pas prendre froid. Sinon, pratique plutôt les conseils que j'ai donnés en début de ce coaching. Voilà Patrick, j'espère que j'ai bien répondu. Donc comme d'habitude, j'attends votre pouce. Merci les amis. Donc vous êtes toujours 45. C'est cool. Il est 19h30, donc on est à mi-chemin. Et je vais prendre la question de Franck. Alors, attends, je remets. Yes. Alors, la question de Franck, c'est marrant, je suis pas. La question de Franck, je me vois plus à l'écran, mais bon, on reste sur le tableau blanc. Je ne sais pas comment ça se fait, mais voilà. Ok. Bon. C'est pas grave. Alors, Franck qui me dit bonjour, je voudrais savoir à titre indicatif, lorsque je fais une séance EP2I, à combien de pourcentage de la FC Max je dois me situer lorsque je suis entre deux sprints. Entre deux sprints, donc pendant le sprint, tu vas monter ce que tu montes, mais bon, en 7 secondes, le cœur ne monte pas très haut, d'accord? On fait un effort intense qui va solliciter le cœur, mais on n'a pas le temps de monter très haut, c'est pour ça que c'est des séances d'endurance. Après, entre les deux sprints, on doit se situer dans une phase de récupération, plutôt aux alentours de 70-75% de la FC Max. Voilà, pour vraiment, en fait l'idée c'est de voir à quelle vitesse on récupère et de rester dans un mode où on brûle du gras et on développe les capacités d'endurance. Voilà Francky, salut Nico. Il y a Marc qui me pose, quand on fait des séances de P2I, est-ce que c'est important d'attendre 3 minutes ou quand on est à 70% de la FC Max, on peut reprendre? Alors, les études ont montré que le plus efficace, c'est de bien rester 3 minutes à la FC Max, 3 minutes à 70% de la FC Max, de manière à récupérer et de manière à faire des sprints plus explosifs. Mieux on récupère, plus on travaille la puissance pendant les sprints, et donc ça c'est profitable. Donc voilà, pour Marc et Franck, envoyez-moi des petits cœurs ou des pouces j'aime si j'ai bien répondu à vos questions. Je lis la question maintenant de Nicolas qui me dit « Salut Nico, j'espère que tu vas bien. » Ouais, ça va, la patate. Je voulais avoir ton avis sur les cours
de bike en salle. Est-ce bien d'en faire et y a-t-il une période en particulier pour les faire? Alors, mon cher Nico, excellente question. Il y a gros débat là-dessus. Alors, les séances de bike en salle, d'accord, dont le RPM, etc., c'est super pour deux choses. Premièrement, parce qu'il y a de l'émulation et c'est sympa, on est en groupe, etc., c'est super cool. Deuxièmement, c'est très bien pour travailler l'intensité, parce que là, on ne va pas se raconter d'histoire. Si le prof, il est bon, il vous fait faire des exercices, il vous pousse dans ses retranchements, de manière à ce que vous ayez au maximum pendant 45 minutes. Donc, c'est vraiment une séance d'intensité pendant 45 minutes. Donc, selon le principe 80% à faible intensité, 20% d'intensité, je dirais en période hivernale, vous en faites une séance par semaine, une séance tous les 10 jours, c'est pas mal, ça évite que vous soyez diesel, et vous le faites avec les copains, ou vous le faites dans un contexte d'émulation, c'est sympa. Par contre, je pense que c'est très intensif, très usant, donc attention, il ne faut pas en abuser, comme toutes les bonnes choses. En période hivernale, il ne faut pas en abuser. À l'approche des compétitions, si vous ne pouvez pas faire autrement, très clairement, en général, début avril, moi je me fais un début des compétitions, etc. Mais chez moi, dans les Hautes-Alpes, au mois de mars, il fait encore pas beau. Et faire des séances d'intensité dehors, tout seul, c'est âpre. C'est âpre et c'est dur et on risque de se choper la mort. Donc là, je me fais 2 ou 3 séances de vélo bike en salle par semaine. D'accord ? Donc voilà, Nicolas, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous mettez un pouce ou un j'aime. Allez, je prends la question de Jean-Baptiste qui me dit « Salut Marc, attends les 3 minutes, tu réduiras le temps de repos à la prochaine séance. » Ok, voilà, une bonne réponse. Mais en tout cas, en théorie, sur le P2I, on peut descendre jusqu'à 2 minutes 30. Mais il s'avérait que les meilleurs résultats, on les a avec 3 minutes. Donc, moi aujourd'hui, je préconise le P2I sur du 3 minutes de récupération. Michel, salut Michel, il y avait longtemps que je n'ai pas de tes nouvelles, ça me fait plaisir. Bonsoir Nico, décembre en pré-lactique, est-ce trop tôt pour un objectif de course début avril? Novembre, c'était force et endurance. Merci bien. Alors, écoute Michel, oui c'est un peu tôt. En fait, le pré-lactique, comme son nom l'indique, l'idée c'est que si ton objectif il est en avril, grosso modo, au mois de mars, il faut que tu fasses de l'intensité. Et pour faire un meilleur travail d'intensité, au mois de février, il faut que tu fasses du pré-lactique. D'accord? Bien. Ceci étant dit, si tu as déjà fait un bon travail en endurance et en force sur novembre, tu peux faire de la variété en rajoutant un peu de séances pré-lactiques, une fois par semaine par exemple, sur le mois de décembre, et faire un peu plus de travail de vélocité. C'est-à-dire que tu gardes du travail de force, du travail d'endurance, une fois par semaine une séance de pré-lactique, et dans ton endurance, tu vas mettre un peu plus de vélocité sur décembre. Comme ça, tu mets de la variété, ton organisme il a besoin de s'adapter, il progresse, et puis tu évites l'effet diesel. Donc faire un petit peu d'intensité, c'est bien. Faire vraiment un mois de pré-lactique, c'est trop tôt. Voilà Michel, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Je compte sur toi pour mettre des j'aime. Waouh, vous êtes monté à 60 d'un coup. Alors, je prends la question de Philippe qui me dit « Salut Nico, ayant un Compex F5, très bon investissement, quel programme peut-on travailler en combinant avec une séance Doom Trainer? Merci et continue à nous faire progresser grâce à tes conseils toujours aussi pertinents. » Alors Philippe, tu regarderas l'enregistrement parce que j'ai fait même une jolie diapositive avec les explications pour vraiment les 2 programmes que vous pouvez utiliser pour développer et maintenir la force grâce à votre Compex pendant l'hiver sur le Home Trainer. Donc c'est au tout début de la séance d'enregistrement. D'accord? Alors, Jean-Baptiste me dit « Franck, l'important est d'être à 70% de FC Max avant d'attaquer ton prochain sprint. » Bon, super, des fois vous répondez entre vous. J'ai plus rien à faire, super. Continue le tableau, Nico, c'est super, merci. Bon, voilà. Salut Nico, combien de séries de 3 5 répétitions en force conseillerais-tu sur une séance de force? Pour le moment, je fais 5 séries de 5 répétitions sur squat, banc ischio et presse avec du vélo pour transfert. Penses-tu que ce soit cohérent? Oui, c'est cohérent. Des séries de 5 répétitions, c'est bien. Je pense que tu as intérêt après à augmenter progressivement le poids
ou la difficulté, de manière à faire des répétitions, voilà, que de ne pas augmenter ton nombre de répétitions, mais d'augmenter le poids et rester entre 3 et 5 répétitions. Si tu es capable d'en faire 5 séries, c'est bien. Là, l'idée, encore une fois, c'est plutôt travailler la puissance max que d'augmenter le nombre de séries, le nombre de répétitions. C'est pas ce qu'on cherche à faire. Peut-être, dans un mois, ça pourrait être intéressant, vu que tu as bien monté ta force, d'augmenter ta capacité à soutenir ta force. Et donc là, ça sera intéressant d'augmenter le nombre de séries, de passer à 5, 6, 7, 8, 9, 10 séries, pourquoi pas, ok, progressivement, pour après être capable de tenir cette force-là dans le temps. Honnêtement, c'est très bien de travailler la force comme ça, en force max, des séries courtes, des répétitions courtes, mais un mois de travail, ça suffit. Après une petite semaine de récupération, et on reprend un mois de travail pour augmenter la durée. Fabien me dit, ah, je vois pas la question de Fabien. Ah voilà, c'est vrai. Comment on calcule sa FC max et quel matériel acheter en priorité? Capteur de puissance, capteur de cadence, cardio-fréquence-mètre. Alors, dans l'ordre, Fabien, il te faut un cardio-fréquence-mètre, c'est pas ce qui coûte le plus cher, d'accord? Pour vraiment, au départ, quand on débute, l'important c'est de bien s'entraîner en endurance et de ne pas monter dans les tours trop. Donc le cardio-fréquence-mètre, c'est super, ça apprend à se maîtriser. Deuxième achat, le capteur de cadence. Pour bien voir la qualité de ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on travaille la force, la vélocité, etc., la puissance, eh bien, la cadence de pédalage, c'est indispensable et pareil, ça ne coûte pas très cher. Ensuite, le capteur de puissance, c'est super, mais là, on passe tout de suite à un investissement de 600-700 euros, voire 1000 ou 1000. Il y en a jusqu'à 3000 euros, mais aujourd'hui, pour 600-700 euros, vous avez des super capteurs de puissance. C'est très bien. À mon avis, c'est un bon investissement. Pour quelqu'un qui débute, c'est vraiment pas indispensable. Voilà. Au début, je dirais que il faut vraiment, les premiers achats, c'est le cardio, le capteur. Ensuite, avoir un bon cadre et une bonne paire de roues. Et en cinquième, avoir un capteur de puissance. Quand on veut passer au niveau supérieur, qu'on s'entraîne, là, je dirais que voilà, pour quelqu'un qui a l'habitude de s'entraîner, qui veut faire des entraînements de meilleure qualité, le capteur de puissance, c'est intéressant, mais plutôt sur la fin. Arnaud qui me dit 19h, c'est l'heure du bain des bébés. Eh ouais, c'est vrai, moi j'ai une gentille femme qui s'occupe de ça. Jean-François qui me dit bravo pour le programme Position Optimale, très bien expliqué et pas cher. Merci Jean-François. Fabrice, perdu le jeûne. Fabrice, moi il en a parlé, la France bien, mais toi, ah voilà, le jeûne intermittent, c'est un repas par jour, plutôt le midi? Non, Fabrice, le jeûne intermittent, on appelle ça le 16-8, c'est facile à attraper, c'est 16 heures de jeûne, 8 heures de repas. Donc, pendant une fourchette de 8 heures, tu peux manger. Donc, si ton dernier repas c'est à 8 heures le soir, tu ne vas pas manger jusqu'au lendemain midi. Si ton dernier repas c'est à 4 heures le soir, tu ne vas pas manger jusqu'au lendemain matin. Donc en général, ça te fait sauter soit le repas du matin, soit le repas du soir, et entre les deux, tu as une fourchette de 8 heures où tu vas manger 1, 2 ou 3 repas. Moi par exemple, je mange à midi, à 4-5 heures et à 8 heures du soir. Voilà. Mais on mange que pendant cette fenêtre-là. Fabien me dit très clair, très pro, mais compréhensible. Merci pour tout, c'est super. Merci Fabien. Paf, je te mets un j'aime. C'est vrai, moi aussi je peux en mettre des j'aime. Allez, Quentin me dit peut-on acheter des plans à l'unité du programme 40 km/h? Si oui, comment? Car j'ai pas trouvé. Alors Quentin, c'est une fonction que j'ai pas réussi à mettre en place. Donc je suis désolé. Éventuellement envoie-moi un petit message. On essaiera de voir ce que tu veux, si je peux faire vraiment quelque chose, mais en manuel, c'est hyper chiant. Voilà. Alors, Sébastien qui me dit merci beaucoup, paf, j'y mets un j'aime. Jean-Baptiste qui me dit ok, merci Nico, paf, j'y mets un j'aime. Cédric qui me dit hello, pour le P2I, il faut sprinter avec une résistance très dure. Alors, Cédric, le P2I, tu peux le pratiquer vraiment de plusieurs manières et c'est ça qui est génial. La première manière, c'est que
et celle que je préconise quand on commence le P2I, c'est le faire plutôt en vélocité. C'est-à-dire que vous faites 3 minutes cool, quand le sprint arrive, vous y allez sur un braquet qui est souple et vous essayez de monter au maximum en cadence de pédalage. C'est un bon moyen de prendre, de comprendre et de voir comment ça fonctionne et comment vous réagissez, etc. Ensuite, un peu plus tard, vous pouvez le faire avec de la force, c'est-à-dire que quand le sprint arrive, vous commencez à mettre du braquet, mais sans vous faire monter dans les tours. On peut très bien être à 70% l'FC max avec du braquet. Et quand le sprint arrive, on va essayer de sprinter avec le plus de braquet possible, donc avec une résistance dure. Et puis, enfin, vous pouvez aussi le travailler en départ arrêté, c'est-à-dire vous faites les 3 minutes de récupération, vous arrêtez quasiment, et vous faites les 7 secondes, vous essayez de lancer un braquet en 7 secondes. Okay, donc ça fait plus travailler la force max, d'accord. Et donc c'est intéressant plutôt à l'approche des compétitions, pas pendant les compétitions, mais à l'approche des compétitions. Et puis bien sûr, le P2I peut se travailler assis ou en danseuse. Voilà, Cédric, j'espère que j'ai bien répondu. Donc je vois encore passer des j'aime et des cœurs. N'hésitez pas, vous êtes 54 et je ne vois que 69 j'aime, c'est pas possible. Hein, allez, c'est parti. Alors, Lily qui me dit merci, top. Patrick qui me dit dans la Drôme. Voilà, dans la Drôme, Patrick, bon, il fait pas trop froid, mais enfin, il fait pas très chaud en ce moment. Domingo qui me dit, j'insiste un peu avec le jeûne intermittent, si j'ai bien compris, on le maintient tout le temps, 4 à 5 jours par semaine, même pendant la période des cyclos. Oui, moi c'est ce que je fais et avec un grand succès. J'ai même repéré, alors ça c'est propre à chacun, hein, n'en faites pas une universalité, mais qu'aujourd'hui, je me rends compte que je suis plus performant, même pour les cyclos, à jeun, que quand je fais le repas 3 heures avant, etc. Ça marche pour moi. Par contre, ce que je change, c'est que quand je fais une cyclo, eh bien, je vais partir à jeun, mais je vais tout de suite prendre de la boisson énergétique. Merci pour vos j'aime et vos cœurs et tout ça, c'est l'enfer, c'est génial. Donc voilà, pour les cyclos, je vais prendre une boisson énergétique et bien sûr, après, je vais m'alimenter à peu près toutes les 40-45 minutes. Donc je me réalimente pendant l'effort. Mais je pars à jeun, je suis beaucoup plus performant que quand je mange avant, où je me rends compte que finalement, je fais des fringales et souvent, je suis fatigué. Patrick me dit merci Nico. Domingo, j'espère que j'ai bien répondu et n'hésite pas à me reposer la question. Ben me dit Nico, combien de temps avant les compétitions il faut commencer à faire des séances d'intensité? Alors ça dépend et de ton niveau et de ce que tu veux obtenir, mais et de ton habitude. Clairement, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, si les compétitions importantes, les amis, parce que c'est pas parce que ça j'insiste, c'est pas parce que la saison elle attaque en mars ou en avril que votre objectif principal il est en juin ou juillet, qu'il faut être au top en mars et en avril tout de suite. D'accord? Mais bon, vous pouvez, si vos compétitions attaquent en mars et en avril, vous pouvez faire du travail d'intensité un mois avant. Vous faites 3 semaines d'intensité, 1 semaine de récupération, et vous attaquez les compétitions, et vous allez continuer à progresser avec les compétitions. Et 1 mois avant votre travail en intensité, vous faites 1 mois de prélactique. D'accord? Prélactique, c'est 30 secondes à 130% de la PMA et 4 minutes de récupération, 4 ou 5 minutes de récupération, d'ailleurs, ça n'a pas de grande importance. Ok? Donc voilà, Ben, j'espère que ça c'est clair pour vous. L'intensité, il ne faut pas en faire des plombes avant, sinon vous perdez votre niveau. Et il ne faut pas en faire non plus trop longtemps. C'est-à-dire que par exemple, si vous attaquez la saison en mars ou en avril, pour un objectif en juillet, eh bien, ça veut dire que dans l'intervalle, mars, avril, mai, juin, objectif en juillet, je vais revenir au moins avec 1 semaine de coupure et 2-3 semaines de travail en endurance pour refaire du jus. Christophe me demande, salut, si en séance P2I on fait des sprints départ arrêté, quelle durée pour les sprints? 7 secondes. C'est un peu court, non? Oui, mais c'est ce qu'on cherche à travailler sur le P2I. Donc, tu vas pas évidemment lancer beaucoup ton sprint, mais par contre, pendant les 7 secondes, tu vas travailler vraiment à une intensité très forte. Pour vous donner un exemple, pardon, aujourd'hui, on va dire pour faire simple, j'ai une PMA, ma puissance, PMA, maximale aérobie, elle est aux alentours
des 500 watts. Actuellement, je dois être plutôt à 470, d'accord? Mais bon, elle est aux alentours de 500 watts, faisons simple. Quand je fais des séances de P2I en départ arrêté, sur les 7 secondes, j'arrive à monter à plus de 1000 watts, 1200 watts, d'accord? Donc, ça, c'est intéressant pour travailler la puissance maximum. Non pas la puissance maximum aérobie, mais la puissance maximum, c'est bien ce qu'on cherche à faire. Alors, attends, je vois si j'arrive à régler ce problème, là. Bon. Je sais pas pourquoi, mais bon, moi, vous avez quoi qui s'affiche? C'est ma bune ou alors vous avez toujours le panneau blanc sur les tendinites? Point d'interrogation. Hein, dites-moi un peu dans les commentaires. Donc Franck qui me dit, donc d'abord c'est Michel qui me dit merci, bien toujours au top Nico. Ben, merci à toi Michel. Franck qui me dit salut Nico, pour revenir à ta promo pour le programme 4 heures par semaine, je voulais savoir comment je peux m'adapter avec ton programme si je peux rouler que les week-ends en extérieur et la semaine sur mon trainer. Ben, c'est vraiment le programme 4 heures par semaine, Franck, il est formaté pour ça, quoi. Pour les gens qui, 4 heures par semaine, c'est un titre, bien évidemment, hein. C'est pour les gens qui n'ont pas trop le temps de s'entraîner, eh bien, comment, effectivement, faire une ou deux séances par semaine, soit sur une traînère, soit en renforcement, etc., et une séance le week-end. Donc, c'est vraiment formaté pour ça. Et puis, je te rappelle, Franck, que tu as 30 jours d'essai, donc tu peux voir comment ça marche, si ça te convient ou pas, et sinon, te faire rembourser. Michel qui me dit super ce coaching live, top du top, merci. Eh bien, merci à vous les gars. Alain qui me dit salut Nico, peut-on faire des séances de pack meilleur grimpeur sur home trainer? Ben, évidemment, sans aucun problème, surtout avec les nouveaux home trainers connectés et avec des apports en puissance. Il est clair que aujourd'hui tu peux faire toutes les séances qu'il y a sur le programme meilleur grimpeur sur home trainer. Ah, il y avait un moment que j'avais pas des pouces et des cœurs, donc allez. On y va les gars, on y va, on me donne des pouces et des cœurs. Fabrice qui me dit top clair, merci. Freddy qui me dit bonsoir, je suis malade, un gros rhume. Quelle séance d'entraînement me conseilles-tu? Un bain chaud et sous la couette, d'accord? Bon, quand on a un gros rhume, c'est clairement que le corps il est fatigué et il a besoin de chaleur. Donc, très clairement, ça va être pas fatiguer ton organisme, une séance, si vraiment tu as besoin, tu as envie, etc. Une séance d'home trainer où tu t'habilles bien, tu transpires comme un goré, donc ça va te permettre d'éliminer. Et tout de suite derrière, tu te douches très chaud et t'es très chaud. Voilà, c'est la seule chose que je te préconise. Surtout pas des entraînements dehors et surtout pas des entraînements qui te fatiguent. Donc pas d'intensité, pas d'endurance longue, pas de force. Voilà, c'est juste, je me mets un peu sur mon home trainer, tranquille, je pédale. Et je reste au chaud, un bonnet, des chaussettes, et tout va bien. Remets-toi bien, Freddy. Nicolas qui me dit, merci à toi, Nico, tes conseils sont vraiment très pros. J'ai progressé grâce à toi. Ben, merci, Nico. Olive, j'imagine, salut. Est-il opportun de faire un test à l'effort avec un contrôle de l'acide lactique chez mon fils de 12 ans? Est-il opportun? Honnêtement, moi, je dirais non. Même s'il fait des compétitions, même s'il faut progresser, le test à l'effort, franchement, ton fils, tu lui mets un cardio, tu le laisses rouler pendant un mois, qui te dise un peu ce qu'il a fait, est-ce qu'il a été à fond, etc. Pendant le mois, tu vas voir sa fréquence cardiaque maximum, et après, tu utilises les ratios de fréquence cardiaque maximum pour les entraînements en endurance. Voilà. Pour le reste, il faut qu'il se fasse plaisir, il faut qu'il soit dans le plaisir. On ne va pas commencer, pour un gamin de 12 ans, à prendre des lactates et à faire des entraînements où on va le pousser dans ses lactates. Le gamin, il faut que jusqu'à 16-17 ans, il soit dans le plaisir. Il va progresser naturellement tout seul s'il est dans le plaisir. À partir de 16-17 ans, s'il veut continuer et commencer à aller se faire mal, là, on le fera des entraînements vraiment qui lui font mal. Font mal dans le sens où, quand on veut progresser, on va au-delà du plaisir et au-delà de la douleur, quoi. C'est-à-dire qu'on commence à compter quand ça fait mal. Donc, pardon. Donc voilà, on y va doucement au livre avec les gamins de 12 ans. Moi, j'en ai connu des tonnes et des tonnes et des tonnes qui étaient des champions du monde à 12 ans,
15 ans, même 16 ans ou 17 ans, d'accord? Et puis, ben, à 19-20 ans, tu les vois plus. Ils ont arrêté, ils étaient cramés et dégoûtés. Ok? Il n'y a pas plus tard que l'année dernière, j'avais un gamin, alors l'inverse, qui s'est mis un peu tard au vélo, qui fait ses études, qui est plutôt doué, il s'entraîne en s'amusant. Donc, on varie les entraînements, etc., vraiment pour être sur le plaisir. Et l'année dernière, il me fait oh, putain, j'en ai marre, je finis toujours dans les 5-10 premiers, mais jamais mieux, etc. Je lui dis, c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, tu vas voir, tu vas continuer à progresser, et tu as la moitié des mecs qui sont devant qui sont cramés. Alors, ils sont plus expérimentés que toi, ils sont un peu meilleurs que toi pour le moment, mais ils sont cramés, ils vont arrêter bientôt. Ça n'a pas traîné longtemps. Cette année, là, les premières courses qu'il a fait, bon, c'était toujours 5-10. En pleine saison, il était sur les podiums, il a gagné des courses, etc. En junior. Donc, vous voyez, il faut attendre. Franck me dit, au top les explications sur le P2I, merci. Fabien qui me dit, et le calcul de l'AFC Max. Ah, j'ai oublié le calcul de l'AFC Max. Ben, je dirais pareil, Fabien, le calcul de ta FC Max te prend pas la tête. Voilà. Mets ton cardio-fréquence-mètre en permanence et quand tu rentres de tes séances, tu analyses ta fréquence cardiaque pour essayer de voir à combien tu es monté au maximum. Si tu fais des sorties un peu avec les copains où tu tires la bourre, très vite, tu vas atteindre ta FC Max. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le calcul 220 moins l'âge, tu le prends, tu le mets à la poubelle, c'est bon, d'accord. Et après, tous les protocoles, va pas t'embêter à te faire chier, t'imagines, on est là, dans un vélo d'appartement, des fois qui est même pas adapté à soi, avec éventuellement une infirmière en blouse, ça peut te stimuler, mais sinon un médecin qui te dit d'y aller, etc. Putain, mais jamais tu montes à ton maximum, là, en vérité. Voilà, donc ça sert à rien. Le meilleur moyen, c'est on roule avec ses potes, on se tire un peu des bourres, et à force, on va voir notre fréquence cardiaque maximum. Domingo qui me dit top, 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 merci coach, merci à vous les amis, c'est un régal de me retrouver ici avec vous. Bon, il reste que 3 minutes, je prends encore une ou deux questions. La question de Nicolas, as-tu une méthode, astuce pour les départs toujours très difficiles à suivre pour moi sur les cyclosportives? Que dois-je travailler pour progresser? Échauffement, que faire? Car le temps d'attente au départ, on part froid, merci. Alors, tu as deux questions importantes Nicolas. Quoi faire pour les départs dans les cyclos? 1. Je pense qu'il n'est pas intelligent de partir vite sur les cyclos. Voilà. Parce que très clairement, on est sur l'effort d'endurance. Donc les mecs, ils partent vite. Pourquoi? Parce que les premiers partent vite. Donc les autres veulent suivre. Sauf qu'ils montent dans le rouge. Et comme ils montent dans le rouge, eh bien, 1 heure, 2 heures après, ils ont les jambes carbonisées. Et là, tu les rattrapes en roulant, toi, à 80% de ta FC Max. Deuxièmement, si tu voulais progresser en vitesse quand même, il faut gagner en puissance et très clairement, c'est du travail de force l'hiver et du travail en fractionné intensif sur 30 secondes à l'approche de la compétition. Et là, tu vas gagner en vitesse. Et à force de faire des compétitions et à force de travailler comme ça, la première année, on progresse moins que la deuxième, que la troisième, etc. D'accord ? Et après, l'échauffement, ça, c'est vraiment un point qui est important. Donc moi, je préconise très clairement de faire un bon échauffement jusqu'à un quart d'heure du départ. Alors, certains vont me dire, ouais, mais Nico, des fois, si on va avoir des places, il faut y être une demi-heure avant. Bon, ok, c'est pas faux. Mais, quoi qu'il arrive, n'y allez pas plus d'une demi-heure avant. Donc, faites votre échauffement une bonne demi-heure, l'échauffement se termine une demi-heure avant le départ. Donc, vous échauffez 1 heure avant, pendant une demi-heure, vous allez sur le départ. Là, prenez au minimum des manchettes et des jambières, d'accord, qui s'enlèvent avec un élastique. Vous les gardez jusqu'à 2 minutes du départ, vous enlevez vos jambières. Ensuite, toutes les 5 minutes, vous prenez un chrono. Pendant la demi-heure que vous attendez le départ, toutes les 5 minutes, vous faites 1 minute, d'accord, de flexion, de petits squats, de fente avant, de trotting sur place, etc. Oui, je sais. Pourquoi pas un peu des pompes et tout ça. Vous serez peut-être au début le seul à le faire, mais il y en aura de plus en plus qui vont le faire. Et ça permet de se maintenir chaud. Il y a autre chose, c'est les huiles essentielles, d'accord, donc de massage, d'échauffement. Plus il fait froid, plus moi je mets une huile, une crème de massage chauffant qui maintient mes muscles chauds. Alors, Jonathan qui me dit vivement l'étape du Tour 2017. Je pense, Jonathan, que tu as une petite année de retard.
Fabrice me dit sur les EP2I, peut-on faire des sprints de 15 à 20 secondes au lieu de 7 secondes? Impression que beaucoup trop court. On ne travaille pas la même chose, Fabrice, d'accord? En dessous de 10 secondes, tu restes vraiment sur un protocole aérobie d'endurance. Quand tu dépasses les 10 secondes, tu vas commencer à travailler le lactique. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. En fait, ce que tu ferais, c'est une espèce d'hybride de pré-lactique, d'accord? 15-20 secondes et 3, 4 ou 5 minutes de récupération. Je dirais, pourquoi pas, mais c'est autre chose. Alors, tu peux le faire. Tu peux le faire dans une logique de te dire, je vais travailler un peu d'intensité et j'ai pas envie de me faire des 30 secondes ou une minute, je me fais que des 20 ou 30 secondes, je récupère 3 minutes, très bien. Mais c'est pas de l'EP2I. L'EP2I qui développe l'endurance, qui te fait fondre du gras, c'est 7 secondes, en tout cas à moins de 10 secondes. Voilà les amis, bah écoutez, là vous êtes encore très nombreux à me laisser quelques questions. Ma bune est mieux sans barbe. Merci Fabrice. Visu Impec, ok. La Drôme, c'est le Mistral. Oui, oui, c'est là. Donc je vais quitter les amis. Je suis désolé. Il y a encore plein de questions. Eh ben, on se retrouve la semaine prochaine à 19h pour le Facebook Coaching Live. Le Coaching Live Facebook. Bon, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je vous embrasse les amis. Vous avez été plein de super questions. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tous vos encouragements. Je vous embrasse, je vous aime, vous êtes au top. Ciao les amis.